Alors que la Fed donne le sentiment de vouloir accélérer la sortie de sa politique monétaire de crise, eh bien la BCE, elle, donne le sentiment de vouloir temporiser. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste de Natixis, il n'y a rien de répréhensible à ce que la BCE ne copie pas la Fed? Bon, il y a d'abord des causes objectives à cette asymétrie. On voit qu'il est en train de se créer une asymétrie. Pendant plusieurs années, en particulier depuis le début de la Covid, on avait une grosse symétrie entre les deux banques centrales. Elles avaient des taux d'intérêt très bas, elles avaient mis en place le quantitative easing, voilà, elles intervenaient pour maintenir des taux d'intérêt à long terme faibles. Et puis là, on sent venir une asymétrie. Une décorrélation. La Réserve fédérale a commencé ce qu'on appelle le tapering, la fermeture du robinet. Donc, ils vont sans doute au printemps 2022 stabiliser la taille de leur bilan. On ne croit pas qu'ils vont le faire baisser, parce que la dernière fois qu'ils ont fait baisser la taille de leur bilan, ça a été extrêmement pénible. Et il a fallu assez rapidement qu'ils reviennent à du quantitative easing. C'était en 2018. C'était 2018, début 2019. Et à la fin de 2019, alors qu'ils sont en plein boom économique, ils rouvrent le quantitative easing. Donc ils ont plutôt envie probablement de stabiliser la taille de leur bilan. Et ceci, peut-être un peu plus vite même que ce qu'ils avaient annoncé, compte tenu des derniers chiffres d'inflation, enfin disons d'ici le printemps prochain. Et puis après une pause, ils vont... alors ils ont dit qu'ils ne s'étaient pas immédiatement enchaînés avec la hausse des taux, mais ils vont commencer à monter leur taux d'intérêt. D'ailleurs, là, aujourd'hui, vous savez, c'est pas la peine d'essayer d'être malin quand vous discutez de banque centrale. Il faut regarder ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent. Donc, ils publient quelque chose qui s'appelle les DOTS, qui sont les prévisions des membres du FOMC sur l'évolution des taux futurs. Et donc, en gros, à partir de la fin de 2022 et 2023, ils vont commencer à monter leur taux d'intérêt vers 2%, disons. Là, on parle de la Fed. La Réserve fédérale, voilà. La BCE, elle, pour l'instant, donc, arrête son programme d'urgence d'achat d'actifs. Mars 2022. Mais va le remplacer par un autre programme avec des montants... Enfin, on ne sait pas. Oui, mais si, on le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas officiel, quoi. C'est pas officiel, mais ça va l'être avec un autre programme qui est l'ancien programme d'avant. Mais peut-être changer... APP, c'est l'APP, de 20 milliards par mois. Mais peut-être avec une subtilité qui voudront garder la possibilité, en cas de besoin, d'acheter plus de la dette d'un pays dont les taux d'intérêt montent. De sortir de cette clé de répartition. Ils ne veulent pas revenir à une règle de clé de répartition stable et fixe. Où chaque pays est financé à hauteur de son poids dans l'économie. Dans le capital de la BCE. Ils veulent sans doute garder une flexibilité. Par exemple, si les taux italiens se mettent à monter, pour acheter plus d'Italie pendant un temps. Et puis, alors on ne parle pas du tout à la BCE de hausse des taux. Chaque fois qu'on pose la question à Christine Lagarde, c'était encore le cas en décembre, ça lui a été posé plein de fois, elle répond non, on n'est même pas en train d'en parler entre nous, quoi, je veux dire, donc la hausse des taux, c'est très loin, c'est peut-être 2023, peut-être même 2024. Oui, sauf que la situation d'inflation n'est pas la même des deux côtés. Alors je pense qu'il y a deux raisons. Oui, il y a deux raisons. Il y a une raison objective, c'est le marché du travail. C'est qu'aux États-Unis, il y a plein d'Américains, disons de l'ordre de 5 millions d'Américains qui sont sortis du marché du travail depuis le début de la Covid et que ça fait monter l'inflation salariale. Les salaires augmentent de 5% par an. Ça fait monter donc l'inflation sous-jacente. Enfin, donc on a vraiment de l'inflation salariale aux États-Unis qui a une cause objective qui est le recul de la population qui se présente sur le marché du travail. Ça s'appelle la population active, quoi. Et tout ça génère de l'inflation. Tout ça génère de la vraie inflation. Domestique, les salariale. entreprises, elles ne trouvent vraiment pas les salariés qu'elles veulent embaucher. Ce n'est pas le cas en Europe. Et en Europe, alors il y a bien sûr des secteurs d'activité qui ont des difficultés d'embauche, mais globalement, on a plus d'Européens qui se présentent sur le marché du travail qu'avant la Covid. C'est presque un point de plus. Donc on a vraiment un gros... La Covid, assez curieusement en Europe, a attiré des personnes vers le marché du travail. Ce qui est très très différent. Et ça fait qu'il n'y a pas d'inflation salariale en Europe et que la seule inflation européenne, c'est l'inflation matières premières dont elle sait qu'elle va commencer à disparaître. Donc la BCE est beaucoup plus tranquille sur le front de l'inflation que la Réserve fédérale. Ça, c'est objectif. C'est un sujet marché du travail. Et donc, elle a raison, quelque part, elle a raison de ne pas vouloir surréagir, enclencher encore une fois trop vite la sortie de sa politique monétaire. Oui, l'argument, il est juste. On l'entend. La politique monétaire, ça met 18 mois à avoir des effets sur l'économie. Donc si vous êtes persuadé que dans 18 mois, il n'y a plus d'inflation, vous n'allez pas monter les taux maintenant. Enfin, pas plus, mais moins. Enfin, en dessous de 2, quoi. On va être sans doute en dessous de 2 à partir de l'été 2022 dans la zone euro.
Alors après, il y a une autre asymétrie, il me semble quand même, en tout cas c'est un gros changement à mon avis dans la vue qu'a la BCE de ce qu'elle doit faire pour l'économie. Elle a une vision plus extensive de ses missions. Oui, alors on n'est vraiment plus à l'époque Trichet, quoi, je veux dire, où c'était l'inflation, rien que l'inflation, toute l'inflation. La BCE aujourd'hui, elle parle d'inflation, mais elle parle de transition énergétique, elle parle de soutien à la création des emplois. Tout ça est louable, mais après il y a une question de mandat. Hein. Pas sûr que ce soit dans son mandat tout ça. Elle fait de la politique. C'est pas dans son mandat. Mais du moment qu'elle est tranquille sur le front de l'inflation, oui, elle a le droit de faire plein d'autres choses. Alors après, d'ailleurs, si vous lisez, ce qui était très intéressant, le texte qu'a publié Jens Weinmann en démissionnant de la Bundesbank, c'était exactement votre point. Weinmann dit, la BCE sort complètement de son mandat, elle est en train de s'occuper de politiques budgétaires, de toutes sortes de politiques qui n'ont rien à voir avec son mandat. Et donc, nous sommes en train de créer un mélange des rôles entre la Banque Centrale Européenne et les gouvernements qui n'est pas du tout normal. BCE, donc, qui fait de la politique, c'est ça? La BCE, elle est devenue une institution totalement politique. C'est une institution fédérale européenne et elle considère qu'elle a un rôle à jouer pour améliorer l'économie européenne pour réindustrialiser, globalement. Donc, réindustrialiser, accélérer l'amélioration des questions climatiques, favoriser les investissements des sociétés entreprises vertes et pas des autres, créer des emplois, ramener des Européens sur le marché du travail, faire baisser le chômage. Oui, on est tous d'accord. Évidemment, c'est un peu sportif parce que c'est pas du tout le mandat. Encore que le mandat est quand même pas, permet quand même de le faire. Hein. Et de toute façon, la Cour européenne de justice a toujours dit que la BCE avait parfaitement le droit de faire ce qu'elle faisait. Donc, maintenant que la Cour européenne de justice valide, on peut légalement rien dire. Mais on voit que c'est une BCE très différente, quoi. C'est une BCE très différente. Rappelez-vous que la BCE Trichet avait monté les taux en 2008, en 2011, enfin, dans des périodes de crise, simplement parce qu'il y avait un risque inflationniste. Cette BCE-là ne fera jamais ça, quoi. Donc, le véritable objectif aujourd'hui de la BCE, c'est plus seulement l'inflation. C'est l'emploi, la transition énergétique, la réindustrialisation de l'Europe, la modernisation des entreprises, c'est plein de choses. Imaginons que Christine Lagarde et la BCE se trompent et que l'inflation soit durablement plus élevée, encore une fois, en zone euro. Scénario à ne pas totalement écarter. Comment elle ferait pour ne pas surréagir vu qu'elle est en retard? Il y aurait une solution de compromis qui serait de monter les taux d'intérêt, mais moins que l'inflation. Donc, pour qu'une banque centrale ait vraiment un effet sur l'inflation, il faut que quand il y a de l'inflation, elle monte les taux d'intérêt réels. Donc elle monte les taux d'intérêt nominaux plus que la hausse de l'inflation. Donc si l'inflation passe de 2 à 3 et que les taux étaient à 2, il faut qu'elle monte les taux de 2 à 4 par exemple. Et alors elle pourrait monter les taux de 2 à 2,5. Ce qui lui permettrait de dire, 1, vous voyez que je m'intéresse à l'inflation et que je réagis, mais 2, les taux d'intérêt réels baisseraient d'un demi-point et on ne compromettrait pas l'investissement, la croissance, etc. Donc je pense que le compromis qu'on pourrait avoir, c'est une réaction molle de la BCE à l'inflation, une sous-réaction à l'inflation par rapport à ce qu'on faisait dans les pics d'inflation du passé, quoi. Et ça, bon, évidemment, la complication, évidemment, par rapport à la Réserve fédérale, c'est que le discours public de la BCE doit être beaucoup plus prudent. Christine Lagarde ne peut pas faire une conférence de presse en disant si l'inflation monte d'un point, je monterai les taux que d'un demi-point. Donc il faut que ça soit pragmatique. Il faut que ce soit fait sans être dit. Faut le faire sans le dire. Est-ce qu'elle ne s'est pas piégée un petit peu aussi, d'ailleurs, comme toutes les banques centrales aujourd'hui, qui finalement sont incapables de sortir de toutes ces années de politique monétaire hyper stimulante, au risque de tuer beaucoup de pans de l'économie et de la finance. Si je suis un libéral allemand au sens du Parti libéral, je critique fortement le fait que la Banque centrale fasse ce qu'on appelle de la dominance fiscale. La dominance fiscale, ça veut dire que la politique monétaire a pour objet d'assurer la solvabilité des États, d'empêcher qu'une crise des dettes publiques. Évidemment, la BCE fait de la dominance fiscale. Si vous remontez très fortement les taux d'intérêt aujourd'hui en Europe, vous avez une crise de la dette immédiatement, à commencer par l'Italie, etc. Donc évidemment, elle est piégée. Mais oui, elle est piégée. Elle ne peut pas remonter les taux. Il faut comprendre qu'on vit dans un environnement de taux bas et qu'on s'est tous ajustés à cet environnement de taux bas, que les taux d'endettement ont beaucoup augmenté, que les entreprises ont pris du levier. Mais qui dit des taux bas dit des taux d'endettement qui vont encore monter à l'avenir, et ainsi de suite, et comment on en sort? D'ailleurs, cette question dépasse largement la BCE aussi. Alors après, il y aura évidemment, puisqu'on reste en Europe, il y aura de nouvelles règles budgétaires européennes, dont on commence à voir le contour dans le débat qu'il y a à l'intérieur de la nouvelle coalition de gouvernement en Allemagne, qui seront ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire l'autorisation de financer par la dette un certain nombre d'investissements publics
publics intelligents. Transition énergétique. Ça a été dit par Lindner, qui est le nouveau ministre des Finances, ça a été dit par Mario Draghi, en disant le climat, la tech, les semi-conducteurs, les industries du futur. Donc ce paquet d'investissements-là, alors ça sera pas, là-dedans il y a plein d'investissements privés, mais disons les aides publiques à ce type d'investissement seront sorties des limites. Donc ça va nous donner une flexibilité. Alors il y a des chiffres qui circulent en Allemagne qui parlent de 2 points de PIB. Ça veut dire que... C'est pas rien, dis donc. Oui, c'est pas rien, 2 points de PIB. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la norme budgétaire européenne, c'est déficit public structurel, en dehors de ce qui vient du cycle, 0,5. Donc on passerait à 2,5. Oui. Eh ben, c'est pas mal, sauf que rappelez-vous que la France est à 5 aujourd'hui. Donc, enfin, 2,5, voilà. Mais si vous voulez, si on met en place une règle budgétaire européenne intelligente, c'est un très grand soutien à la BCE, parce qu'elle peut maintenir des taux d'intérêt très bas en échappant à la critique, ça fait exploser les déficits publics. S'il n'y a plus aucune règle budgétaire européenne et que les déficits publics explosent et qu'elle maintient des taux d'intérêt très bas, alors là, elle sera sous une très très violente critique. Donc la BCE a vraiment besoin qu'il y ait une règle budgétaire européenne intelligente. Voilà, qui devra accoucher de quelque chose. Christine Lagarde qui quelque part plus colombe, on finit là-dessus, qui est plus colombe encore que Mario Draghi en son temps. Ah oui, on a une progression extraordinaire. On a Duesenberg, Trichet, Draghi, Lagarde. Alors, le prochain, ça va être terrible. Quoi. On peut difficilement imaginer d'ailleurs d'être plus colombe. C'est une évolution totalement sociologique de la BCE et politique. Je veux dire, on a une BCE au début qui était en gros des libéraux allemands. Maintenant, c'est des sociodémocrates keynésiens, objectivement, mais culturellement. Les gens de la BCE sont des sociodémocrates keynésiens. Donc c'est la même évolution qu'au FMI. Il y a plein d'institutions internationales qui ont cette évolution, de passer d'une ligne libérale assez conservatrice à une ligne social-démocrate plutôt keynésienne. À l'explication et point de vue signé Patrick Artus pour Natixis. Merci Patrick. Merci David.